bienvenue sur ce webinaire. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui est consacré à la présentation de notre étude État de l'art de la seconde main TLC en France sur l'année 2023. On va attendre que vous arriviez petit à petit et puis on commencera la session qui, pour rappel, est enregistrée. Donc, un replay sera disponible sur notre site internet. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. On vous laisse vous connecter et puis on commencera la session dans une petite minute. N'hésitez On pas à espère nous que dire vous nous entendez bien. oui, Ouais, si le son passe bien, que l'image est bonne. La dernière fois, on avait eu des carrés noirs qui apparaissaient sur les slides, donc dites-nous bien si tout est OK là-dessus. Comme ça, on démarre. n'hésitez pas, je pense que vous avez accès au chat. Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer s'il n'y a pas de retour sur le son et l'image. On va considérer que tout est bon et on va pouvoir commencer. Donc, comme je le disais en introduction, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver un replay sur notre site internet. Tout semble bon, je vois un petit pouce apparaître sur tout est OK, son et image. Super, merci beaucoup Sophie. Donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez voir un replay sur notre site internet dès que ça sera monté et disponible. L'étude a été publiée sur notre site internet, vous l'avez peut-être vu passer, on va vous remettre le lien, je vais vous remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aussi la consulter. Elle est en ce moment même en traduction, donc elle sera sortie et publiée prochainement en anglais. Donc voilà, si vous voulez la diffuser autour de vous à un public plus large, vous aurez de quoi faire. Euh, donc Aujourd'hui, on vous présente une partie de l'étude. Donc, moi, c'est Lucille Rébillard. Je suis chargée de projet auprès de l'équipe Permacircularité et je travaille sur les sujets de réemploi depuis maintenant 2 ans, aux côtés de Adèle Rink, qui, elle, est la responsable du réemploi et de la réutilisation chez Refashion. Et donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Sophie Cornou, qui va m'aider à présenter cette étude qu'on a réalisée, du coup, l'automne dernier sur les données 2023. Les slides sont pas tout à fait à jour, mais effectivement, il s'agit de la deuxième session avait déjà fait une session précédemment. À l'ordre du jour, du coup, on va commencer par la méthodologie. Je vais vous expliquer comment on a mené cette étude. Il faut savoir que c'est une étude qui a été demandée dans notre cahier des charges, cahier des charges de l'éco-organisme textile, linge de maison et chaussures, d'étudier le marché de la seconde main pour dresser un panorama à la fois des acteurs en présence, mais aussi de l'état de la consommation de seconde main en France. Euh, En termes de méthodologie, donc l'étude se répartit sur 2 volets. Donc le premier volet, c'est vraiment le panorama de la filière de la seconde main avec les acteurs en présence, les volumes et les poids des acteurs, euh, enfin, qu'est-ce qu'ils représentent sur le marché, avec aussi l'état des lieux des tendances de marché. Sur cette partie-là, sur le volet 1, on s'est vraiment appuyé et on s'est fait accompagner par le cabinet Argon. Et le volet 2 qui est plutôt dédié sur l'état des lieux de la consommation, avec une étude quantitative de l'état des lieux de la consommation des Français sur la seconde main. Donc l'objectif, c'était d'aller voir où est-ce qu'on en était sur le sujet, comprendre les comportements, mais aussi les freins et les leviers à l'achat de la seconde main. Et donc c'est avec June Marketing qu'on a établi ce volet 2 qui nous ont accompagnés sur cet état des lieux de la consommation. Et donc l'objectif de l'étude, c'est vraiment de mettre en regard l'offre et la demande sur ce marché de la seconde main. Pour continuer sur la méthodologie, sur le volet 1, l'approche a été hybride, puisque à la fois on a pris les données de déclaration de Refashion de l'année 2023, donc auprès de tous les opérateurs et tous les acteurs qui nous remontent de la donnée dans le cadre de notre mission, et on s'est appuyé aussi sur des données panel marché de Kantar. On a constitué un annuaire d'acteurs pour avoir un nombre d'acteurs représentants du marché. On a fait un sondage auprès de 100 points de distribution, donc assez différents, des unités locales, des boutiques solidaires, des friperies, des dépôts-ventes, plein d'acteurs sur le marché de la seconde main. Et ensuite, on a également mené des entretiens avec des acteurs du réemploi et de la réutilisation, là aussi appartenant à différentes typologies pour avoir une variété et des retours le plus complet possible pour dresser un état des lieux représentatif. Sur le volet 2, on a réalisé une enquête
consommateurs auprès d'un échantillon de 2400 personnes représentatives de la population française. Et le terrain a été effectué sur plusieurs vagues avec un boost sur les acheteurs de seconde main pour vraiment avoir une bonne représentativité de cette population-là. Et voilà, je vais laisser Sophie rentrer dans le vif du sujet et vous présenter concrètement qui sont les acteurs en présence sur le sujet. Merci Lucille. Hop, je reprends la main. Ça arrive. Oui, donc on va passer un petit peu de temps quand même à vous présenter les acteurs qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude parce que c'est des acteurs importants d'une part et puis c'est des acteurs que vous allez retrouver tout au long de la présentation. Donc il y a enfin, on a trois grandes familles d'acteurs. La première, ce sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont une vocation d'insertion, de solidarité ou d'utilité sociale. On distingue déjà les opérateurs intégrés qui gèrent la collecte, le tri et la revente des vêtements. Et le plus connu, c'est le relais. Il y a aussi des unités locales et solidaires qui vont gérer plutôt du don, qui sont aussi des lieux qui vont accueillir du public démuni, défavorisé. Donc là, on retrouve par exemple le Secours catholique et la Croix-Rouge française. Ensuite, on a un regroupement recyclerie, ressourcerie, boutique solidaire qui vont plutôt gérer du multiflux, donc qui vont pas que vendre des vêtements et des chaussures, mais aussi des produits d'ameublement, d'électronique, téléphonie, de décoration par exemple. Et enfin, on a les friperies solidaires qui ont des boutiques physiques ou en ligne. La deuxième grande catégorie famille d'acteurs, c'est le C2C. Donc là, c'est des entreprises à but marchand qui vont proposer des solutions qui permettent de mettre en relation les particuliers. On a distingué les plateformes C2C qui sont uniquement pure players comme Vinted et Vestiaire Collective, donc qui gèrent que de la revente de TLC, des plateformes généralistes comme Le Bon Coin, eBay, etc. Et ensuite, on a une catégorie aussi importante quand même qui regroupe les vide-greniers, brocantes, dépôt-vente et comptoirs. La troisième grande famille d'acteurs, c'est le B2C. Donc, ce sont aussi des entreprises privées, des sociétés marchandes qui vont vendre de la seconde main aux citoyens, aux consommateurs. On a les friperies et on a distingué les friperies qui sont sur les marchés, hein, qui n'ont pas de point de vente fixe, des friperies qui, pour le coup, ont des boutiques en physique au même endroit, fixe, et qui vont vendre souvent du vintage, mais pas que. Et on a également les marques, les metteurs en marché. Donc là, on a distingué les marques qui avaient des corners de produits seconde main dans leur boutique et qui vendent aussi sur leur site internet. Et on les a différenciés des metteurs en marché marques et des sites de vente spécialisés qui, là, pour le coup, n'ont qu'un site internet. Vous connaissez tous La Redoute, Zalando, Smala et Crushon qui sont plus récents. Et en réalité, on a une quatrième famille d'acteurs qui est le B2B, qu'on n'a pas, qui a été pris en compte dans le cadre de l'étude, mais qui n'a pas été considéré pour faire les calculs de volume et de valeur, pour des raisons d'éviter de compter deux fois. Et il y avait un risque important, en fait, oui, d'avoir un double comptage. C'est le B2B. En fait, ça, c'est vraiment des entreprises marchandes qui vont vendre des produits de seconde main à des professionnels qui ensuite vendront du coup à des citoyens. Et dans ce qu'on voit dans cette grande famille d'acteurs, c'est surtout ceux qui vont proposer des solutions pour rendre plus accessible, par exemple, le gisement, permettre aux professionnels de massifier la seconde main, d'avoir plus de volume, etc., etc. Et ça, ils ont un rôle vraiment important à jouer dans le développement du marché de la seconde main demain. En France, c'est en 2023 63 500 tonnes de textiles et chaussures qui sont vendus, qui sont consommés en seconde main. Si on prend le neuf plus la seconde main, qui représente donc le marché global de la seconde main des textiles et chaussures, bah, ça représente 7,1% des volumes totaux. C'est encore un petit marché, hein, la seconde main des textiles et chaussures. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a au Royaume-Uni, par exemple, où l'acte d'achat seconde main, il est très ancré hein, dans les usages des Britanniques. Eh bien, le marché de la seconde main des TLC, ça représente 10% du marché global de neuf, enfin neuf plus seconde main. Et si on prend un autre exemple pour un autre type de produit, en France, sur le marché de la téléphonie, eh bien, le marché de la seconde main de la téléphonie représente quand même 25% du marché global de la téléphonie. Donc c'est là où on se rend compte que voilà, il y a encore quand même des cartes à jouer, bien que ce ne soit pas non plus si ridicule en quelque sorte. Comment c'est réparti entre nos trois grandes familles d'acteurs? On a le C2C qui pèse quand même 46% des volumes, c'est beaucoup. Et en plus, on en reparlera après, ils ont une croissance qui est plus importante que les autres acteurs.
Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est tout de même 33% des volumes, c'est pas rien. Et enfin, le B2C, 21% des volumes. Oui, en bas à gauche, rapidement, on voulait vous dire qu'en fait, on a travaillé dans le cadre de cette étude un indice de fiabilité de la donnée. Il faut savoir que sur le marché de la seconde main, des textiles et chaussures, il y a plusieurs études qui existent avec des données plus ou moins robustes. Nous, on a vraiment voulu faire ressortir les données pour lesquelles la fiabilité était faible et quand elle était haute. Quand elle est haute, en général, c'est très lié à à la filière, comment on est organisé du fait de la REP et de notre rôle d'éco-organisme. C'est qu'en général, on a de la traçabilité, on a pu récupérer des données auprès des acteurs parce qu'ils ont un contrat, une convention avec nous, et donc on est sûr de ce qu'on annonce. À l'inverse, il y a parfois des données dont la fiabilité elle est faible, et c'est surtout là-dessus qu'il va falloir travailler dans les années à venir. Et l'enjeu de la traçabilité, est vraiment, vraiment important pour pouvoir demain fournir des données fiables à 100% partout. Un peu plus de chiffres quand on rentre dans le détail des familles d'acteurs. Donc, on entend souvent parler que Vinted représente 50% ou plus de 50% du marché de la seconde main. C'est pas vrai. Vinted, c'est un quart des volumes. Donc, c'est pas rien non plus, hein. C'est quand même important et ça représente précisément 17 600 tonnes. Là, vous pouvez le voir sur le graphique. Et sur le site aussi, on a aussi contre toute attente, enfin voilà, on ne s'attendait pas à ça. On a les vide-greniers, les brocantes qui pèsent quand même 11 000 tonnes du marché, donc c'est pas rien. On a enfin les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec le relais qui pèse pour 6 500 tonnes, Emmaüs 5 600 tonnes, les ressourceries et recycleries quasiment 5 000 tonnes. Et enfin, le B2C, qui est surtout, comment dire, drivé par les friperies, qui pèsent pour plus de 10 000 tonnes. Et très belle surprise aussi, on a les metteurs en marché, les marques, qui ont donc des corners dans leur boutique physique et qui vendent aussi en ligne, qui pèsent 3 000 tonnes. Kiabi, c'est le pionnier en la matière. Mais voilà, depuis quelques temps, il y a beaucoup de marques qui commencent à se positionner sur la revente de ce moment. Un petit point rapide historique pour que vous compreniez un peu comment la filière s'est structurée, comment le marché de la seconde main s'est structuré et comment sont arrivés progressivement les acteurs sur ce marché. Donc là, le schéma, c'est une frise chronologique d'apparition des différents acteurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les brocantes et les friperies existent depuis très très longtemps et font partie du quotidien des citoyens depuis vraiment de nombreuses années. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a des acteurs qui se sont positionnés sur le don, qui sont en fait allés récupérer des vêtements auprès des citoyens et peut-être même des professionnels, et qui ont donné ces articles à des populations qui étaient complètement démunies et défavorisées. Et progressivement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire se sont structurés et en ont fait un business. Donc l'idée, c'est vraiment de venir collecter des vêtements et des chaussures, de ne garder que la crème. La crème, d'ici, on parlera tout à l'heure, c'est vraiment la partie qui a le plus de valeur, et de revendre cette crème dans des boutiques partenaires ou leurs boutiques solidaires. Et les recettes de ces ventes permettent en fait de financer des actions caritatives et solidaires. Et progressivement, dans les années 80, ce sont des centres de tri qui sont arrivés sur le marché parce qu'il a bien fallu gérer quand même la partie qui n'est pas la crème, hein. Donc la partie soit en bon état mais qui n'a pas beaucoup de valeur, soit en mauvais état, abîmée et qui se revend difficilement et pour lesquels il n'y avait pas de débouché. Donc les centres de tri sont là pour ça, pour trouver des débouchés, que ce soit le recyclage ou d'autres voies de valorisation à ces gisements non réutilisables. Et enfin, dans les années 2000, c'est vraiment les acteurs, les plateformes digitales qui sont arrivées sur le marché et qui ont complètement bouleversé le marché et qui ont en plus une force de frappe assez exponentielle, hein, une croissance exponentielle. On parlait tout à l'heure de Vinted qui représente un quart des volumes. Vinted en 2023, c'est une croissance annuelle de 23%, 28%. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, faut quand même le notifier. Et les autres aussi, hein, progressent de plus en plus. Ça va assez vite. Donc ce qu'on voit ici, c'est que ces trois grandes familles d'acteurs classés en historique, nouveaux, fondateurs, se répartissent à peu près le marché. Ils coexistent. C'est quand même des flux et des acteurs qui fonctionnent de façon très silotée. Donc il y a vraiment des ponts à travailler pour les années à venir. Il faudra capitaliser là-dessus. Et puis, la dernière info à retenir, c'est qu'en seulement 15 ans, les plateformes digitales C2C et B2C, elles représentent maintenant plus d'un tiers des volumes. Donc, c'est énorme.
Hop, je vais te repasser la main, euh, Oui, je Lucie. vais maintenant vous parler de la partie gisement et flux. Donc là, Sophie vous a présenté vraiment qui sont les acteurs en présence, le poids qu'ils représentent. Moi, je vais revenir un peu sur d'où vient le gisement et comment fonctionnent ces acteurs. C'est bon, normalement, j'ai la main. Mais ouais, je suis pas sûre que ça ait marché le. Euh, Si, Oui, c'est bon. super. Donc, comment ces acteurs fonctionnent et coexistent sur le marché de la seconde main. Donc, la famille des acteurs de l'économie sociale et solidaire, il faut savoir que depuis des décennies, ils assurent le rôle de la collecte et de la réutilisation des vêtements. Ils ont vraiment la compétence de la gestion des déchets. Leur vocation, c'est de faire de l'insertion par l'activité économique. Et donc, avec la crème dont parlait Sophie tout à l'heure, donc vraiment, la crème, c'est la meilleure qualité de ce qui est collecté et qui du coup est revendu dans les boutiques solidaires, qui permet du coup d'être vendu dans les réseaux de boutiques et du coup de permettre de pouvoir financer certaines actions avec ces revenus. Le reste de ce qui n'est pas revendu dans les boutiques solidaires peut être vendu à des centres de tri en France ou à l'international. Le modèle du C2C, lui, il repose vraiment sur la mise en relation des citoyens pour procéder à des transactions. Euh, qui du coup génèrent du revenu et procèdent du coup à des transactions. Les plateformes, elles se rémunèrent soit sur de la publicité ou sur les services rendus, ou les deux. Il faut savoir que les flux qui passent par ces plateformes aujourd'hui, elles sont très difficiles à estimer. Donc c'est pour ça qu'on a un indice de fiabilité de la donnée qui n'est pas forcément maximal sur ces données-là. Le modèle, lui, du B2C, il repose sur des cahiers des charges auprès des collecteurs, négociants, fripiers ou autres professionnels qui détiennent le gisement, parce qu'aujourd'hui, le B2C, il n'a pas un accès direct à l'approvisionnement, donc au gisement. Euh, il y a certains acteurs comme des marques qui ont mis en place du coup des collectes directement en magasin, ce qu'on appelle du coup la collecte sélective, quand on vient sélectionner et collecter qu'une part des gisements, donc que ce soit que du textile, que du linge de maison ou que de la chaussure ou alors qu'on vient sélectionner sur la qualité de la collecte. Donc, par exemple, on demande à son client de ramener que les textiles en bonne qualité qui pourront être revendus derrière. Cette collecte qui est effectuée dans certains magasins, aujourd'hui, le modèle il repose surtout sur un échange avec une gratification. Donc, ça peut être un bon d'achat ou des choses comme ça. Donc, c'est leur manière d'essayer d'accéder au gisement, mais aujourd'hui, c'est le pain point. C'est un peu difficile pour eux d'être proche de l'approvisionnement. Et étant donné que c'est des manières de fonctionner qui sont différentes de la première main, il y a beaucoup d'étapes qui sont aussi sous-traitées à des solutions technologiques. Donc Sophie en parlait tout à l'heure avec l'évolution du marché. Donc ces solutions technologiques, elles mettent justement en lien les acteurs qui détiennent le gisement de ces acteurs marchands pour offrir un service clé en main et faciliter la mise en place d'une seconde main dans les magasins. Donc voilà, ces trois modèles qui sont assez différents de par aussi les raisons d'être des acteurs et aussi leur positionnement dans la chaîne de valeur textile. Pour vous expliquer un peu d'où vient le gisement, c'est important de savoir, donc je vous parlais de la collecte tout à l'heure, la première étape, c'est vraiment d'aller collecter les textiles. Une fois que ces textiles ils sont collectés, ils sont écrémés par les structures écrémantes de l'économie sociale et solidaire. Le fait d'écrémer, c'est de prélever la partie plus qualitative qui pourra être revendue dans les boutiques de seconde main. Euh, donc on prélève la graine et le reste des gisements qui n'est pas vendu directement dans les boutiques de seconde main des structures écrémantes de l'ESS, ce qu'on appelle l'écrémé, est revendu à des centres de tri pour être trié. Et de cette part de tri, on a également une part qui peut être réutilisée, soit en France, donc c'est le premier choix, soit à l'étranger, à l'export. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le second choix. Et après aussi des centres de tri par tous les autres débouchés, comme le recyclage, le chiffon et autres. Donc c'est vraiment collecte, écrémage. Donc la crème est prélevée à ce moment-là et là, on a vraiment le réemploi. Centre de tri, de nouveau un tri entre réutilisable, non réutilisable. De la part réutilisable, il y a ce qui peut être revendu également en France et ce qui est revendu à l'étranger. Donc c'est vraiment un processus en trois étapes.
Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, le B2C, la famille du B2C a des accès un peu difficiles au gisement et donc aujourd'hui, ils ont recours à de l'import de gisements de bonne qualité qui répond aussi à leur clientèle et à leur cahier des charges, à leurs besoins. Donc voilà, on parle beaucoup d'export dans la filière, mais il faut aussi savoir qu'on importe des gisements pour alimenter la seconde main en France. Donc c'est quand même euh, assez important puisque ça représente 12 000 tonnes par an en 2023. Donc voilà, c'est une chose qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. Donc une fois que les flux ils sont collectés, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la manière dont ça circule un peu dans la filière entre les différents acteurs, donc, première étape, comme je vous le disais, il y a la collecte. L'acte de collecte, il peut être fait de manière différemment, soit directement auprès des structures de l'économie sociale et solidaire, donc dans les unités de ces réseaux que vous connaissez, comme Emmaüs, la Croix-Rouge, tout autre point d'apport. Ou alors sur les bornes sur la voie publique auprès de points d'apport volontaire, de PAV, ou autres points de collecte. Donc là, c'est la collecte. Une fois que c'est collecté, si c'est collecté auprès d'une structure écrémante, elle va prélever la meilleure qualité, donc la crème, qu'elle va revendre directement dans sa boutique solidaire, que ce soit physique ou en ligne. On en connaît certaines. Vous voyez apparaître sur l'écran, donc c'est l'étape 2 en violet sur l'écran de cette part qui a été écrémée, donc le reste qui n'est pas assez qualitatif pour être vendu dans les boutiques solidaires, et ensuite passe à une étape de tri. Et derrière, ce tri, il alimente à la fois des réseaux à l'international, donc pour de la réutilisation à l'international, et à la fois, il peut être revendu à des solutions intermédiaires qui mettent derrière le gisement à disposition de la famille du B2C, qui va revendre dans ses corners, dans ses sites de vente spécialisés, le gisement qui va être prélevé à cet endroit-là. Il faut savoir que aussi les traders et grossistes qui récupèrent des gisements auprès des opérateurs de tri peuvent aussi revendre et alimenter la famille du B2C. Ce qui est important de voir là, c'est que vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la solution technologique, elle vient vraiment en intermédiaire entre deux typologies d'acteurs, donc les acteurs du B2C qui font déjà de la distribution et les opérateurs qui sont au cœur du gisement et qui détiennent le gisement pour justement faire cette solution et combler les manques qui existent aujourd'hui sur le marché. La dernière famille, qui est donc la famille du C2C, comme je le disais tout à l'heure, elle s'auto-alimente puisque c'est le gisement qui est proposé par le citoyen, qui va être acheté par le citoyen. Et donc, il y a une auto-alimentation de ce système-là. Et il y a un petit lien entre le C2C et le B2C parce que le C2C peut avoir aussi des services pour les professionnels et donc alimenter certains sites de vente spécialisés de metteurs en marché. On vous a mis la répartition des volumes réemployés. Là, ce qui est important de voir sur cette slide, c'est le nombre d'entités et de points de vente par typologie d'acteurs. Donc, comme on le disait, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont un certain nombre de points de vente parce que bah, voilà, c'est des acteurs fondateurs. Donc, on n'a pas été étonné de voir le nombre d'entités à ce niveau-là. Ce qui mérite nos attentions, c'est vraiment de voir le nombre de vice-greniers et brocantes qui s'élève du coup à 70 000 pour un gisement total de 11 000 tonnes par an en 2023. Donc voilà, on a été vraiment surpris parce qu'on ne s'attendait pas à un chiffre si élevé. Euh, donc voilà, c'est ce qui mérite notre attention sur cette slide. Donc là, je vous ai vraiment montré comment fonctionne le système et comment les acteurs interagissent ou n'interagissent pas entre eux en fonction des gisements, de la répartition des gisements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce modèle, il est fragilisé, il est en tension pour différentes raisons, par typologie d'acteurs. Encore une fois, comme ils opèrent de manière différente, ils ont aussi des obstacles qui leur sont propres. Pour l'économie sociale et solidaire, bien sûr, c'est le fait de la remise en question du modèle du don qui est aujourd'hui une grosse barrière et du coup qui fait drastiquement baisser la qualité des gisements dans la collecte parce que ben, en fait, le citoyen, il est plus habitué maintenant, il a plus envie d'aller monétiser son dressing directement sur les sites qui lui permettent de le faire. En plus, c'est facile de le faire. Donc, il a du mal à donner de manière gratuite, comme un don, les pièces de son dressing qui pour lui ont encore de la valeur et qu'il ne porte plus. Donc il y a vraiment une baisse de la qualité, une remise en cause du modèle du thon et aussi bien sûr une forte concurrence sur le marché international
puisque donc il y a un afflux des volumes de gisements asiatiques qui intensifie la concurrence sur le marché de la seconde main et qui fait que les collecteurs trieurs aujourd'hui sont en vraie difficulté pour leurs débouchés, pour trouver des exutoires sur leurs débouchés. Sur le C2C, ben en fait, bon, eux, ils s'auto-alimentent avec les gisements du citoyen, mais il faut savoir qu'il y a tellement de choses qui sont stockées dans les placards et que du coup, ça limite aussi la revalorisation. Donc, on pourrait dire que c'est eux, c'est leur obstacle et leur tension, c'est vraiment d'aller chercher le gisement de qualité auprès des citoyens qui parfois mettent en vente leurs pièces de textile, mais qui ne se soucient pas qu'elles soient vendues dans 2 mois. Alors du coup, elles traînent dans leur placard. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le gisement qui aujourd'hui dort dans les placards et qui pourtant a un potentiel de réemploi s'il avait été donné ou mis dans une autre structure. Le B2C, lui, aujourd'hui, son vrai problème, c'est, comme je l'ai dit et répété, c'est vraiment l'accès au gisement. Beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ne souhaitent pas vendre leur gisement, ce qui ne permet pas encore de pouvoir, au B2C, de pouvoir s'affranchir et s'affirmer comme un modèle de substitution sur la seconde main et de trouver un modèle économique viable. Aujourd'hui, on a vraiment cette problématique-là sur cette famille d'acteurs. Le fait de gratifier le don, comme je vous le disais tout à l'heure pour certains acteurs de cette famille-là, vient aussi accélérer la chute du modèle du don et donc la qualité des gisements, et tout comme les acteurs de l'économie sociale et solidaire, voilà, la remise en question du don. Donc tout l'enjeu est de, malgré tous ces freins et tensions, de trouver la manière de se développer et de trouver des synergies pour y aller collectivement et lever les freins de chacun des acteurs. Et bonne nouvelle parce qu'il y a un potentiel sur la réutilisation locale, puisque aujourd'hui, en fait, avec les volumes qu'on collecte en France, on réemploie 6% des volumes collectés en France. Et si on allait un peu plus loin dans les classifications de tri, donc si on réutilisait localement aussi des choses qui aujourd'hui partent à l'étranger, et ben on serait capable notamment de pouvoir réemployer jusqu'à 15 à 20% des volumes collectés. Donc le gisement est là. Euh, il faut repenser la manière dont on opère ces opérations de tri, mais aussi intégrer peut-être des opérations de reconditionnement, tout comme le nettoyage, l'hygiénisation, ou même parfois des actions de réparation, pour pouvoir aller chercher plus de gisements qui aujourd'hui n'est pas considéré comme réemployable localement et qui part à l'étranger. Voilà, donc il y a du potentiel et c'est une bonne nouvelle pour faire croître le marché. Je vais repasser la parole à Sophie qui va vous parler maintenant de l'aspect plus sur la distribution, Merci, la Lucille. distribution Oui, on des va gisements. regarder comment est structurée la distribution des articles de seconde main aujourd'hui. Donc, on l'a déjà dit, mais la distribution, elle est silotée déjà, hein. Il y a différents types d'acteurs qui travaillent pas forcément de main dans la main aujourd'hui. Il y a aussi des modèles d'affaires différents. On va y revenir sur la politique tarifaire, entre autres, qui est pratiquée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la première main, il y a uniquement 5% des volumes qui est géré en omnicanal. Le fait de vendre à la fois en physique et en ligne. Ça s'explique surtout par le fait que sur la seconde main, on a affaire beaucoup à des pièces uniques de vêtements. Et donc, c'est assez difficile de pouvoir vendre une pièce unique à la fois dans une boutique physique et à la fois sur son site Internet. Ce qu'on voit ici, c'est que le e-commerce a un poids élevé, hein, c'est quasiment un tiers des volumes en 2023, versus sur la première main, sur le neuf, l'e-commerce représente aujourd'hui 22% des volumes. Donc, c'est plus fort sur les vêtements et les chaussures en seconde main. Donc ça c'est à noter. Et en plus, c'est un poids qui, a priori, devrait croître dans les années à venir. Mais pour le moment, ça reste tout de même les boutiques en physique, les points de vente physiques qui génèrent le plus de volume, hein, qui génèrent 66% des volumes. Et on a en plus une répartition et un maillage territorial qui est quand même bien développé. Il y a beaucoup de points de vente. Bon, c'est surtout le cas, bien sûr, en métropole, venir dans les DROM-COM, la Corse, etc. Euh, donc là, on a recensé dans l'étude plus de 22 000 points de vente physiques, boutiques physiques. C'est 12 000 qui sont représentés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire et c'est 8 000 par le B2C. Il y en a quelques-unes aussi qui sont gérées par d'autres types d'acteurs. Ce qu'il faut aussi noter ici, c'est que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, du fait d'être présents sur le marché depuis de nombreuses années,
et du fait de proposer, d'avoir une vision, une stratégie et une mission en fait d'intérêt général, hein, c'est de quand même être proche localement du citoyen, du consommateur, et ils ont une vraie gestion de proximité des gisements. Tout de même, c'est un petit peu à tempérer parce qu'on a aussi constaté dans l'étude que beaucoup de ces boutiques gérées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire étaient plutôt en périphérie, étaient plutôt dans des zones industrielles pour des raisons à la fois de coûts fonciers, parce que ça coûte cher hein, de s'installer plus proche des villes, et aussi pour des raisons logistiques. C'est plus facile d'un point de vue logistique d'être proche des points de collecte ou des centres de tri qui vont ensuite trier entre le réutilisable et le non réutilisable. Donc voilà, c'est des choses, faut capitaliser quand même sur leur force, sur cette force d'être bien maillé d'un point de vue territorial, mais il y a encore de la proximité à aller chercher. On va maintenant regarder un petit peu la politique prix des acteurs, des grandes familles d'acteurs qui est pratiquée. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des prix qui sont très variables d'une famille à une autre. Et aussi, on constate que c'est assez lié en général à leur raison d'être. Ce que vous voyez sur le graphique d'en haut, c'est les prix moyens qui sont pratiqués par famille d'acteurs. Donc pour le B2C, c'est 15 euros, 9 euros pour le C2C et 3 euros pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Quand le prix de la seconde main, le prix moyen de la seconde main est de 9,50 €. Et sur le neuf, sur la première main, on est à 15 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ce qu'on voit là, c'est que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont une offre accessible au plus grand nombre, et c'est pour ça qu'ils pratiquent un prix de vente très bas. Il y a peut-être une carte à jouer sur le fait qu'ils ont accès aux gisements et qu'ils ont de la crème. Donc peut-être il faudrait, pour certains d'entre eux, pratiquer des prix un peu plus élevés sur une partie de la crème pour pouvoir rehausser un peu tout en gardant une offre accessible parce que ça fait partie de leur valeur et de leur raison d'être. Le C2C, on est sur un prix donc moyen de 9 euros, qui est un prix qui vient concurrencer les articles ultra fast fashion, donc c'est intéressant. C'est aussi un prix, on peut le voir, qui est rehaussé du fait du prix moyen pratiqué par les dépôts, ventes et comptoirs. Comme vous pouvez le voir, 43 euros, c'est énorme, hein, contrairement à tous les autres prix pratiqués, donc vient un peu rehausser le prix moyen du C2C. Et enfin, sur le B2C, donc marque et friperie, elles vont plutôt se positionner sur un segment moyen de gamme, voire premium, et donc pratiquer des prix moyens qui sont plus élevés. Elles vont incarner un modèle de la seconde main qui est plus orienté sur la qualité en termes d'image. Donc c'est vraiment un point à noter aussi. Croisé avec les volumes, ces données-là donnent en fait un marché annuel en 2023 qui a représenté 884 millions d'euros. C'est presque 1 milliard, hein, donc on peut noter ça aussi. L'ESS qui représentait, donc on l'a vu juste avant, 33% des volumes, ne représente et ne génère que 12% de la valeur. Un point important à noter, on va y revenir. Le C2C, qui est la part la plus importante, c'est 49% de la valeur. Et le B2C, c'est 39% de la valeur. Ce graphique est très intéressant parce qu'il vous permet de comprendre et de voir les écarts entre les volumes et les valeurs. Donc, sur les acteurs d'économie sociale et solidaire qui génèrent 33% des volumes parce qu'ils ont accès au gisement, parce qu'ils ont un maillage territorial qui est installé depuis longtemps, ne génèrent que 12% de la valeur. C'est de toute façon lié à leur prix de vente moyen qui est très bas de 3 euros, qui est corrélé à leur vision et à leur mission d'intérêt général, hein, et de conserver vraiment cette offre accessible aux citoyens. Mais en effet, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses à jouer, des cartes à jouer pour peut-être proposer sur certaines pièces de la crème des prix plus élevés et de s'y retrouver un petit peu et à terme de pouvoir capter un peu plus de valeur. Le C2C a un équilibre quasiment parfait, 46% des volumes générés, 49% de la valeur générée. Ils sont sur un modèle économique qui est ultra performant. Il y a énormément de coûts qui sont gérés par les autres acteurs comme le tri, hein, le tri dans ses vêtements, repérer ce qui est de bonne qualité, ce qui a de la valeur, ce qui est revendable, prendre des photos, les publier sur un site internet. Bah, ces étapes-là, elles coûtent cher et en fait, c'est le citoyen, c'est le particulier qui le fait. Donc le site aussi, voilà, se décharge un petit peu sur le particulier de ses actions et de ses coûts qui sont importants et qui leur permettent voilà, de générer pas mal de valeur. Et enfin, sur le B2C, qui peine à capter pour le coup des gisements, et ben là, ils vont se rattraper sur les prix de vente pratiqués. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à générer 39% de la valeur. Et là, c'est surtout du fait qu'ils vont réussir à vendre, si vous voulez, des pièces plus chères sur du vintage, sur des pièces un peu rares, sur des marques bien précises. Donc, c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent.
On va maintenant passer au deuxième volet de l'étude, hein, qui est lié à la consommation, les données de consommation de la seconde main en France. Petit rappel quand même sur la méthodologie, comme le disait Lucille en préambule. Donc, l'enquête consommateur, elle a été menée en octobre 24 auprès d'un échantillon de 2400 Français âgés de 16 ans et plus. Ça inclut à la fois des acheteurs de seconde main et des non-acheteurs de seconde main. La bonne nouvelle, à noter, c'est que c'est plus d'un tiers des Français qui achètent de la seconde main en France et ça représente, pour être tout à fait précise, 38% de la population française. Qui achète de la seconde main? Bah, c'est essentiellement des femmes et des foyers avec enfants parce qu'il y a un vrai besoin de rotation des vêtements et une recherche d'économie, hein, clairement. Donc, ça reste vraiment les foyers avec enfants et les femmes qui sont la plus grosse part, qui prennent la plus grosse part. Maintenant, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en 2023, on a constaté il y a eu 14% de nouveaux acheteurs sur de la seconde main, en plus sur un profil plutôt jeune, plus masculin. Donc là, ça veut vraiment dire qu'il y a une certaine ouverture de la population au marché de la seconde main. C'est très positif. Qu'est-ce qu'on achète? Globalement, hein, on achète essentiellement du vêtement. 83% euh, qui ont répondu sur le vêtement. Et la fréquence est plutôt basse parce que c'est en moyenne 7,3 pièces qui sont achetées par an. Donc, bon, voilà, on est quand même sur une fréquence faible. Il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Et enfin, on a constaté que 75% des achats étaient plutôt non programmés, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur de l'achat opportuniste, peut-être coup de cœur aussi. C'est comme ça qu'on l'a conclu. En tout cas, qui n'avait pas été plus que ça réfléchi. Les indicateurs, les trois autres indicateurs qui sont plutôt des indicateurs négatifs, entre guillemets, pour le marché, c'est que 42% des acheteurs ont dit acheter plus en quantité quand ils achètent sur de la seconde main, contrairement au neuf, sûrement lié peut-être au prix et peut-être aux achats coup de cœur. Et c'est seulement 31% qui essaient de substituer le plus possible le neuf par la seconde main. C'est pas mauvais comme taux, mais c'est vraiment pas assez. Donc là, il faut qu'on rappelle un point très important, c'est que si on veut réduire l'impact environnemental de la filière, il va vraiment falloir substituer le plus possible le neuf par la seconde main. Autrement dit, on peut acheter beaucoup et fréquemment des articles de seconde main, tant qu'en parallèle, on continuera d'acheter du neuf, ben, on ne viendra pas participer à la réduction de l'impact environnemental. Ça, c'est clair et net. Et enfin, c'est uniquement 11% des acheteurs qui n'achètent que de la seconde main. Ça représente 4% de la population française. Alors, pourquoi les acheteurs achètent de la seconde main? La première raison, c'est pour une question de budget, des raisons économiques pour 57% d'entre eux. Pour 44% d'entre eux, c'est pour se faire plaisir. Et au même niveau, pour 43% d'entre eux, c'est plutôt pour des raisons d'impact social, d'impact environnemental. Donc, ce qu'on voit, c'est clairement l'enthousiasme des acheteurs est porté par ça, hein, par le budget, par l'impact environnemental et social, mais sans déroger au plaisir. Donc là, il y a quelque chose à jouer pour les acteurs, pour les professionnels, de proposer une offre qui fasse plaisir, une offre qui soit jolie, qui donne envie. Il y a vraiment quelque chose à jouer dans les magasins, que ce soit en ligne ou en physique. Il y a aussi un indicateur plutôt positif, hein, qui est que les acheteurs se déclarent très satisfaits de leurs achats de seconde main parce que la note d'attractivité de la seconde main est excellente, 8,1 sur 10, comme vous pouvez le voir. Maintenant, c'est quand même 54% d'entre eux qui estiment que l'expérience d'achat est insuffisante. C'est-à-dire que c'est pas au rendez-vous, en fait. C'est pas suffisamment au rendez-vous, que ce soit lié au fait que les boutiques sont mal rangées parfois. C'est pas si facile de trouver le bon article à sa bonne taille. Et il y a aussi un critère et un frein qui est très important qui est ressorti, c'est l'hygiène. Il y en a beaucoup qui sont freinés par ça dans l'acte d'achat. Donc, c'est quelque chose à travailler également par les professionnels. Dans tous les cas, le consommateur, il est clairement prêt à acheter de la seconde main si on lui propose une qualité et une expérience d'achat qui soit complètement similaire au neuf. Ça reste un consommateur qui est exigeant, qui recherche des pièces peut-être de marque, des pièces de qualité, de l'hygiène, de l'expérience client, comme je disais, et il faut que ce soit à la hauteur du neuf. Et enfin, petit focus rapide sur les non-acheteurs de la seconde main qui ont été aussi interrogés dans l'étude, parce que c'est quand même 30% des non-acheteurs qui pourraient passer le cap de l'acte d'achat de seconde main. Ça représente 19% de la population française. Donc là, il y a une partie de la population qu'il faut aller chercher. Et ces non-acheteurs, 37% d'entre eux pratiquent déjà la revente.
Alors, ils sont pas dans une démarche de seconde main, mais ils vont quand même chercher des articles dans leur dressing, ils vont faire en sorte de les revendre. Donc, ils touchent un petit peu à ce marché-là. Donc, demain, c'est comment on arrive à les convertir pour que eux aussi puissent acheter et pas juste revendre leurs articles. Donc, le marché de la seconde main a clairement, enfin voilà, on est loin d'avoir fait le plein. Il y a encore beaucoup de potentiel et de pistes d'amélioration et d'évolution. On va regarder aussi rapidement l'attractivité des circuits de distribution et aussi leur fréquence. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les Français sont multimodaux dans leurs achats de seconde main. Et ils achètent dans 4 circuits de distribution différents par an en moyenne. On voit aussi que les acheteurs de seconde main apprécient particulièrement la distribution omnicanal. Finalement, ils peuvent acheter aussi bien en ligne qu'en point de vente physique. Ce n'est pas un frein du tout, au contraire. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même le C2C qui enregistre le meilleur score, avec 88% qui ont acheté sur une plateforme C2C en ligne. Et on a quand même les autres canaux qui enregistrent aussi des bonnes performances, hein, il faut le dire. Le B2C, en particulier avec les points de vente physiques, que ce soit les friperies, les dépôts-ventes, les braderies, ils ont attiré quand même 2 tiers des acheteurs. Et enfin, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont aussi un bon niveau de fréquentation de 51%, probablement lié également au maillage territorial qui a été développé depuis tant d'années. Ici, on vous présente un tableau synthétique des points forts et des points faibles des circuits de distribution d'un point de vue de la perception et de l'image qu'en ont les consommateurs. Donc, encore une fois, les plateformes C2C, elles surperforment et elles surperforment là, pour le coup, sur tous les critères. Donc, on va dire que les acheteurs, ils ont confiance. Il y a du choix dans les styles. On peut trouver des marques moins chères, mais aussi des pièces qui sont plus rares. Et globalement, les prix sont corrects et sont accessibles. En B2C, les friperies et les dépôts-ventes en fait, sont particulièrement appréciés pour dénicher des marques et des pièces rares. Donc ça, c'est un petit peu leur credo. Et le point fort pour le coup, pour les boutiques physiques des marques qui ont des corners de seconde main, c'est vraiment la présentation et l'expérience d'achat. C'est quelque chose qu'elles ont travaillé depuis le début. On entre dans les boutiques, les rayons sont rangés, ils donnent envie et c'est leur point fort et elles ont intérêt à vraiment capitaliser là-dessus pour continuer à faire venir du monde et que la fréquentation augmente. Et enfin, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sans grande surprise, leur point fort, c'est le prix qui est hyper accessible et le fait de faire une bonne action, hein. Donc, le consommateur achète aussi en sachant que derrière, ben, les recettes hein, générées par les boutiques solidaires vont permettre de financer des actions solidaires, des actions d'utilité sociale en France. Donc là, tous les circuits ont en fait un rôle à jouer pour permettre aux acheteurs, mais aussi aux non-acheteurs, hein, on l'a vu, il y a aussi tous les non-acheteurs qui seraient prêts demain à passer le cap de la seconde main. Bien, ils ont tous un rôle à jouer, hein, ces circuits, pour pouvoir être confrontés à l'offre. Il y a quand même un point clair, c'est que le marché de la seconde main va devoir s'aligner sur les standards de la distribution neuve pour pouvoir attirer du monde et pour pouvoir se développer et augmenter les volumes traités. Je te laisse la main, Lucille. Peut-être si tu veux, je passe les slides. Pas plus Ouais, simple. Hop, donc on pour arrive sur la la question. fin, on est déjà à la partie de la conclusion. Cette étude, elle met en lumière le fait que le marché de la seconde main, il est en pleine évolution. On a une dynamique qui est croissante, mais le marché du textile seconde main est encore loin derrière d'autres secteurs. Comme on l'a dit en introduction, aujourd'hui, il représente 7, enfin en 2023, il représentait 7% des volumes de textile, linge de maison et chaussures mis sur le marché français en 2023. Il faut savoir que pour d'autres secteurs comme l'ameublement, ça représente 10% et la téléphonie jusqu'à 25%. Donc c'est super, mais il y a encore une évolution et des freins à aller lever. C'est un marché qui est encore confronté à certains freins qui vont s'afficher à l'écran. Sophie va passer la slide. C'est notamment le fait que les acteurs qui sont en présence ne sont pas forcément coordonnés aujourd'hui pour aller vers quelque chose de collectif et une offre voilà, performante et vraiment en place. Le consommateur, il est encore trop sujet à des achats d'impulsion, donc il y a un vrai risque de surconsommation. Et donc là, on vient complètement à l'encontre de ce qu'est la seconde main plutôt. Pour Mhm. rappel, aujourd'hui, c'est que 31% des achats de seconde main qui ont été remplacés par un produit neuf. Donc on parle de substitution, de taux de substitution. Euh, et pour que la seconde main ait un réel impact, il faut vraiment qu'elle se substitue à un achat de neuf.
Donc, c'est là où est notre mission et c'est sur ça qu'on veut agir. Et grâce à cette étude, on a des données pour nous permettre du coup d'aller agir dessus. Les enjeux à relever pour aller essayer de lever ces freins au maximum, c'est le fait de structurer une filière industrielle du réemploi pour qu'elle soit beaucoup plus performante. On l'a vu, c'est super ce qui se passe aujourd'hui, mais on peut aller encore plus loin, il y a du potentiel. On a vraiment besoin de créer une expérience d'achat qui soit comparable à celle du neuf. Puisque donc aujourd'hui c'est le frein qui revient le plus dans l'axe de consommation des citoyens et donc si on veut vraiment embarquer la population et avoir une vraie dynamique dans la demande, il faut vraiment que l'expérience client soit soignée à la hauteur de celle de la première main. Et également, on veut favoriser la coopération entre les différents modèles existants. On est persuadé qu'il n'y a pas une seule manière de faire, on ne va pas uniformiser une seule manière de faire, il y a de la place pour tout le monde et il faut créer des synergies pour qu'il y ait des propositions qui soient aussi complémentaires et qu'on gagne en efficacité et en performance sur la seconde main. Voilà, ça, c'est les conclusions de notre étude. On espère que notre présentation vous a plu, qu'on a passé du temps sur les différents sujets. On a vu certaines de vos questions, on fera en sorte de vous répondre. Pour rappel, le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le voir en replay avec toutes les slides qu'on a présentées. L'étude a été publiée sur notre site internet. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je peux le remettre un peu plus, s'il est trop loin, je peux le remettre euh, avant de conclure ce webinaire. L'étude qui a été publiée, c'est une bonne partie des slides qu'on a présentés aujourd'hui, donc vous devrez vous y retrouver, pardon. Et également, pour les anglophones et les anglophones de votre entourage, l'étude sera publiée en version anglaise d'ici mi-juillet. Donc vous pourrez également avoir accès à une version anglaise de cette étude. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour votre enthousiasme Merci à parce qu'on a tous. reçu beaucoup d'inscriptions et ça nous a fait bien plaisir. Euh, et puis, bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.